quelque part, le rap a niqué le capitalisme, dans le sens où l'objectif, c'était quand même d'être partout et de récupérer l'argent, quand même, faut pas se mentir, hein. Enfin, et ça, c'est gagné. Tu dis que c'est une culture inclusive, est-ce que ça aurait du sens de dire que c'est une culture populaire? Alors, si populaire n'est pas mal vu, oui. C'est-à-dire que pour moi, populaire, et j'aime bien d'ailleurs la manière dont plein de gens se le réapproprient ce mot en ce moment. Je pense notamment à Jennifer Padjami, là, qui écrit Féminisme pop culture, que je trouve vachement intéressant, sur comment se réapproprier cette notion de populaire. Populaire, ça a été un peu comme vulgaire, ça a été mal perçu pendant longtemps parce que ce qui devient trop accessible, et ça c'est notre origine catholique, hein, il ne faut pas oublier la réforme, justement, ça a beaucoup choqué, parce que quand ça devient trop accessible, il y a quelque chose qui devient moins aristocratique, quoi, moins noble, voilà, au sens fort du terme. Donc, le populaire est souvent mal perçu en France, alors qu'en réalité, le populaire, c'est ce qui va être le plus, le majoritaire, j'ai envie de dire. Et c'est plutôt, oui, aujourd'hui, c'est la culture majoritaire. De toute façon, aujourd'hui, le hip-hop, c'est la culture majoritaire, qu'on le veuille ou non. Après, c'est populaire dans le sens, pour moi, c'est plus émancipateur que populaire, dans le sens où c'est quelque chose qui permet normalement des trajectoires aussi, qui permettent de sortir de sa situation de départ. Et ça m'intéresse en fait. Alors que le populaire ne dit rien de ça. C'est-à-dire que populaire dit juste à qui ça s'adresse. Mais j'ai envie de dire, même aujourd'hui, c'est pas si populaire que ça en fait. Il y a du rap élitiste, hein. Il y a du hip-hop élitiste. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une exception française Une exception culturelle? Ouais, mais moi, je pense que le rap est l'exception culturelle française, en fait. Okay. C'est-à-dire qu'on a longtemps mis le cinéma comme l'exception culturelle française, mais en fait, pour moi, c'est un certain appel à la République. C'est-à-dire que l'exception culturelle française, j'ai parlé un peu vite là. L'exception culturelle française, c'est surtout la manière dont, justement, il y a quelque chose de l'art, en fait, qui peut toucher tout le monde et qui peut même à un moment rayonner, en fait. Et si tu regardes bien, ce qui a quand même longtemps rayonné, c'est quand même les valeurs idéologiques, hein. C'est la République, hein, qui est l'exception culturelle, quelque part, hein. Et un enjeu où, justement, c'est le collectif qui est premier, pas l'individu. Parce qu'en fait, dans la République, c'est pas l'individu qui est premier, comme à l'américaine, justement. Et c'est là où, d'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est quand le rap arrive en France et la culture hip-hop arrive en France, elle n'a pas du tout le même discours que les États-Unis, en fait. Parce que dans le discours, justement, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que dans le discours, elle passe son temps à appeler à l'histoire, à la République, à la place de chacun, à l'inclusion. Alors, je ne sais plus ta question de départ, mais tu vas me la refaire. Est-ce qu'il y a une exception culturelle française? Et typiquement, voilà, on est dans l'exception culturelle française, c'est-à-dire cette primauté du collectif, du crew, quelque part, qui va faire que je trouve ma place au sein d'un collectif. Et le jeu n'a de sens qu'à condition qu'il y ait un nous qui me précède. Ouais, d'ailleurs, dans les années 90, en Amérique, ça va être des Tupac, des Biggie, et en France, c'est des crews, quoi, c'est NTM, c'est que des crews. Et c'est très récent, l'individualité. Alors, là, maintenant, c'est est-ce que les collectifs peuvent continuer de marcher? Il y a plein d'émissions là-dessus, maintenant. C'est vrai qu'on s'est tous américanisés. La mondialisation, elle a cet effet-là aussi, en fait. Et donc, l'idée du collectif est plus difficile parce qu'il y a des enjeux personnels et on est dans un système qui est ultra-libéral où le collectif est très difficile à tenir parce que c'est plutôt hyper concurrentiel. On est dans un système où l'autre est un concurrent. C'est pas un allié, c'est pas un complément, en fait. Donc, à ce titre-là, il y a quelque chose qui peut se perdre un peu du côté du collectif, mais ça n'empêche que l'exception, pour moi, culturelle française dans le rap, c'est comme, j'avais même dit à un moment comment le rap participe de l'exception culturelle, c'est la manière dont il vient raconter quelque chose aussi, des valeurs républicaines, et de comment il y a quelque chose de l'ordre du collectif qui peut quand même faire tenir, ça fait bouclier social. Et ça, on l'a vu pendant quand même la crise de 2008, notamment. La France a réussi à tenir grâce à son bouclier social. Et le bouclier social, c'est les aides sociales, notamment. Ce que certains appelaient l'assistanat. Comment tu expliques, du coup, qu'il y a eu un tel succès du rap, on va dire, en France, qui est unique, en fait. On en parlait hier en Espagne, en Allemagne, on retrouve pas... Il y a du rap espagnol et allemand, mais on ne retrouve pas ce même phénomène culturel. Est-ce que c'est lié à la particularité, justement, de la République française telle qu'elle a été fondée à la Révolution française? Est-ce que c'est uniquement ça ou est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui font que la France est une terre de rap et aujourd'hui on a une culture rap de fou en France, quoi? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs à ça. Alors déjà, ce qui est assez intéressant, c'est par exemple en Allemagne, ils kiffent le rap français.
En Suisse, ils kiffent le rap français. En Espagne, ils kiffent le rap français. Même certains Américains s'y intéressent. Alors, ils s'y intéressent pour les musicalités, pour voir si ça ne va pas les dépasser, hein, comme tous les Américains quand ils regardent autre chose qu'eux-mêmes. Mais ça n'empêche que, oui, il y a un vrai truc quand même sur le rap français, enfin sur le rap francophone même. Aujourd'hui, je ne devrais même plus dire français, c'est francophone. Parce que la vibe belge, elle est quand même hyper présente. Hein, et puis, elle a pris quand même une grosse ampleur, et tant mieux. Un jour, ça sera la Suisse, hein, aussi. Enfin, peut-être aussi, parce qu'il y a aussi une grosse scène suisse. Alors, il y a plusieurs facteurs à ça. C'est vrai que pour moi, il y a ce truc... déjà, il y a un truc très français, qui est qu'on a une fâcheuse tendance permanente à toujours regarder ce qui se fait aux États-Unis, tout en critiquant, hein, d'ailleurs, hein, en critiquant et en admirant, et en dénigrant tout ce qu'on fait nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas conscience que, par exemple, il y a plein de choses qu'on fait en France qui sont super bien vues à l'étranger, mais que nous, on est incapable de mettre en avant. Le rap en premier. Et d'ailleurs, par la sphère rap en premier, qui passe son temps à dire ce qu'on fait en France, c'est nul, on copie les États-Unis. Alors que tous les autres pays d'Europe ne regardent que la France. Donc, il y a un moment, va falloir s'ouvrir les yeux. Voilà. Et arrêter de se prendre pour les petits des Américains en permanence. Parce que c'est notre posture, hein, aussi. Donc, c'est notre responsabilité. Donc, ça, c'est le premier truc. C'est quand même déjà qu'il y a quelque chose qui... Il y a une créativité française qu'on ne sait pas bien mettre en avant et qui est d'ailleurs un truc... Même politiquement, on ne sait pas bien faire. Parce que quand même, notre République, elle est quand même regardée à plein d'endroits. Et notre système, il y a quand même... Clinton, elle a tenté de mettre en place la sécurité sociale, elle n'a jamais réussi, quoi. Enfin, et continue de revenir régulièrement dessus. Donc ça dit bien des choses, quand même. Que notre système collectiviste, il a quand même un petit peu d'avantage. Ensuite, il y a une culture du verbe en France. Ça, c'est une réalité, une culture. En fait, il y a une culture même du troubadour. En fait, il y a une culture de la joute verbale, qui est une culture totalement française. Le rapport aux mots. Il faut savoir que la langue française, c'est une langue hyper métaphorique. On dit en fait que les étrangers ont deux langues extrêmement difficiles à apprendre, c'est le chinois et le français. Parce que c'est des langues qui ne travaillent que sur des images associées. Donc, et sur des jeux de mots et des niveaux de langage et de compréhension. Donc, forcément, c'est extrêmement complexe. Autant la langue anglaise, par exemple, notamment américaine, et fonctionne beaucoup sur les allitérations. Donc, pour le rap, ça fonctionne bien au niveau des mots. Au niveau du flow, mais la punchline par exemple, donc le jeu de mots, parce que la vraie punchline c'est un jeu de mots qui veut dire plein de choses, c'est du slogan quelque part, c'est très français. Et Regarder ridicule de Lecomte, c'est que des punchlines. C'est quoi ta punchline préférée? Ah mais il y en a plein, alors là c'est trop compliqué d'en trouver une. Okay. Alors si je dois en sortir une, juste parce que c'est celle qui me revient toujours, c'est qui peut en faire du rap sans prendre position, mais elle est facile et voilà. J'ai hérité de la violence, ça afflue sur mes compositions, qui prétend faire du rap sans prendre position. Il y en a plein des magnifiques, en fait, je pourrais pas en choisir. Je trouve que le Fa en ce moment en fait des géniales, par exemple, voilà, Kalash Krimi en fait des super, je peux plus choisir, ça c'est trop me demander que de choisir, pour le coup, voilà. Il y a trop de monde, il y a trop de trucs, et j'en écoute depuis trop longtemps, aussi, et du rap français, depuis trop longtemps. Voilà, pour que je puisse choisir. Et d'ailleurs, en restant sur la question de la langue, est-ce que le rap français, c'est aussi un vivier, tu vois, de nouvelles expressions et comment le système intègre toutes ces nouvelles expressions? Il y a une forme de mépris quand même. Alors, il y a une forme de mépris de l'élite, de l'académisme, on va dire, mais si tu regardes bien justement, et ça reste dans ta question d'avant aussi, c'est-à-dire pourquoi ça prend aussi bien en France, c'est qu'en France, il y a aussi, on est un pays qui a été envahi en permanence et qui fait de vagues d'immigration. Là encore, n'en déplaise à certains, il n'y a pas de français de souche, ça n'existe pas. Le vrai français n'existe pas. Ils ont pillé nos ressources, les fleuves ne remontent pas leurs sources. Je suis du peuple de la forêt, je fais de la coupe, brancher les français de souche. Voilà, en Auvergne, quand même, grosse immigration arabe, hein, et depuis le XVe siècle. Donc, enfin, voilà. Puis, s'il a fallu repousser les Arabes à Poitiers, c'est qu'ils étaient là. Hein. Donc, ça, on a tendance à l'oublier. Mais en tout cas, la France a été envahie en permanence. Et c'est pour ça qu'elle a régulièrement été, en fait, le cœur de combat de civilisation extrêmement fort, en fait. Et il n'empêche qu'elle a toujours fait une force de ça. Et elle en a fait une culture. Aussi. La culture française est faite de métissage. C'est une culture métisse, moi-même. J'aime bien dire quelque part, la plupart des pays du bout de continent, quand on ne peut pas aller plus loin, en fait, de fait, il y a de l'invasion, quoi. Enfin, le Brésil, c'est pareil. C'est des pays de métissage, hein, en fait. C'est les pays métis. Quand vous voyagez dans le monde et que vous êtes avec des enfants métis, en général, on vous dit vous êtes français ou brésilien. Okay. Non, mais c'est vrai, c'est une réalité. C'est un des endroits où il y a le plus. Donc, il y a eu le plus de brassage aussi culturel. Ça joue forcément dans la manière... Et puis, la colonisation. Ouais, il ne faut pas oublier ça aussi, c'est quand même qu'il y a une vraie histoire avec le reste du monde, et à la fois qui peut amener des influences
Notamment quand on prend l'afro-trap des MHD ou les influences de rail, parce qu'avant l'afro-trap, il y avait le rail aussi, qui était quand même très présent et qui va rejoindre ton histoire de langage, t'inquiète pas, je t'oublie pas. Et puis, donc dans tous ces mélanges-là, ça a créé forcément aussi justement cette dimension hip-hop qui était une espèce de melting pot. J'ai envie de dire, là où le melting pot à l'américaine avait raté, il a marché dans le hip-hop, quoi. Et l'ignorance reste la pire des soumissions. Je suis pas issu de l'immigration, moi je suis issu de la colonisation. Alors on dit que des fois le rap c'est le nouveau rock. Qu'est-ce que t'en penses? Je veux dire, c'est la nouvelle variété, on peut le dire plus comme ça. En fait, oui, c'est la nouvelle variété. À partir du moment où c'est ce qui se passe le plus en radio, c'est ça ce qu'on appelle de la variété, en fait. La variété, c'est du flux. Okay. Suffisamment varié pour que ça divertisse. Voilà. Donc, à partir du moment où ça fait 90% des flux radio, on est dans ce qu'on appelle de la variété. Mais c'est pas pour autant... La variété, c'est rien en soi, en fait. Ça veut rien dire. C'est pas dépréciatif Non, c'est pas forcément dépréciatif. La chanson... En fait, on devrait parler de chansons à texte, par exemple, pour des as ou des machins, des trucs, ou chansons françaises. Mais c'est là qu'on va retomber sur ton autre question. D'ailleurs, on en a parlé. Non, Aya Nakamura et Weshden, c'est pas du rap, c'est de la chanson française. Ouais. Et elle devrait être dans chanson française et concurrencer Louane, par exemple. Et c'est un problème qu'elle soit justement du côté culture urbaine, parce qu'en gros, ça veut dire noir et arabe. C'est parce qu'elles sont racisées? Oui, uniquement. Voilà, c'est noir et arabe, on peut le dire. Hein, voilà, c'est parce qu'elles sont racisées et qu'elles sont considérées comme que ça devait être de l'urbain. Et on va mettre de l'urbain, alors on va mettre Orelsan dedans, mais et Vald, mais c'est en gros ceux qu'on ne sait pas trop comment ils vont nous parler, quoi. Mais on va pas c'est ceux qu'on n'invite pas aux enfoirés. C'est ceux qu'on n'invite pas sur TF1, voilà. Mais qu'on invite à la fête de l'humain. Mais qu'on avait invité, alors à la fête de l'humain, ça dépend qui. Hein. Ça m'étonnerait qu'on invite un cobaladé à la fête de l'humain. Hein. Quand même. Mais quoique, mais voilà. Mais c'est plutôt, voilà, c'est-à-dire qu'on va les inviter à d'autres endroits et même encore aujourd'hui, parce que même au sein de la gauche, hein, il y a une vraie, enfin, faut pas se mentir non plus. Hein, j'allais dire, il y a de plus en plus de gens de droite dans le milieu hip-hop. Il faut le dire. Et il y a et ça se droitise à certains endroits, et notamment du côté médiatique, hein, notamment. Pas que, mais aussi au niveau industrie, hein, parce qu'il y a quand même aussi... L'industrie n'a jamais été de gauche, hein, soyons clairs. De l'autre côté, il y a aussi de plus en plus de gens de droite, voire d'extrême droite, qui s'intéressent au rap, et qui en font même, voilà. C'était Marion Maréchal qui disait qu'elle écoutait Youssoupha et Orelsan, bon, peut-être un peu moins Youssoupha depuis quelques jours, mais... et puis c'est surtout... voilà, il y a le fameux Cro-Blanc aussi... qui fait autant de... presque... Moi, je refuse qu'il soit Voldemort, donc on va dire son nom. Hein, voilà. Et puis en plus, il fait quasiment pas de vues, le gars, à part quand il fait un buzz, quoi. Donc, voilà, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Mais il y a un public d'extrême droite qui écoute du rap, il faut le savoir, quoi. C'est vrai. Du coup, pour rester sur ce vocabulaire de la classe, on voulait parler un peu capitalisme. Pour toi, comment tu analyses le rapport de force entre le hip-hop, le rap et le capitalisme? Moi j'ai envie de dire quelque part, alors on va le dire dans les deux sens, quelque part le rap a niqué le capitalisme, dans le sens où l'objectif c'était quand même d'être partout et de récupérer l'argent quand même, faut pas se mentir, hein, et ça c'est gagné. Tout braqué. Ça c'est gagné, ça a braqué, enfin voilà. Le hip-hop a braqué le système de l'industrie musicale, la preuve en est que dans les industries, ils sont obligés d'aller chercher des gens maintenant qui sont street, genre des Pauline Duhart, que vous pourriez inviter d'ailleurs aussi. Je vous donne des noms de meufs hein, à chaque fois, moi. Ou des Daphne Weil, enfin aussi, elle c'est Demolition, enfin voilà, gros truc aussi. Et donc, d'aller chercher justement des gens qui sont plus du game, mais au départ, qui connaissent mieux parce qu'ils savent pas faire, ils savent pas travailler les rappeurs. Et ça se voit d'ailleurs. Ils savent pas les accompagner. Ça, par contre, ça c'est un vrai problème parce que ça fait des gens qui montent très vite et qui redescendent comme les joueurs de foot. Ils sont en train de faire du rappeur la même chose que le joueur de foot en fait. Et c'est ça qui est un peu gênant. C'est du marketing, c'est du produit en fait. Donc à partir de là, oui, le capitalisme quelque part a été obligé de faire avec le hip-hop et donc et même l'utilise, fait de l'argent dessus aujourd'hui, fait de la pub dessus, mais et aussi parce qu'il y a des jeunes entrepreneurs qui sont capitalistes, hein, enfin libéraux même on peut le dire, enfin et des entrepreneurs qui sont de la sphère hip-hop, qui en viennent. Donc c'est logique quelque part qu'ils se soient appropriés et en même temps c'est qu'en en faisant un produit et en rentrant dedans, on en fait aussi une caricature et donc on le vide aussi de son sens plus que de son essence. Okay. Et du coup, est-ce que dans les choix des rappeurs, qui sont plus ou moins des choix, mais des produits en indépendant ou passer par des majors, là aussi ce choix il révèle
une forme de rapport de force avec le capitalisme. En fait, il y a clairement un rapport de force. Ce qui est intéressant, c'est les 3e albums, en fait. Si tu regardes bien, en général, ils signent pour 3 albums. Et c'est le 4e, c'est le 4e qui devient intéressant. Ok. Voilà. C'est une espèce de loi. Ouais. C'est le 4e, c'est une fois qu'ils ont sorti des majors et qu'ils disent tous, d'ailleurs, quand ils sont sortis des majors, je suis content d'être en indé. Ils le disent tous. Hein. Surtout qu'ils perdent pas de public. Enfin, ils perdent très peu de public. Ils ne perdent pas de public. Donc, quelque part, la major, en fait, la major a plus besoin du rappeur que le rappeur a besoin de la major. Puis maintenant, avec le streaming, on peut se passer. Déjà, et puis parce qu'en plus, dans les représentations, en fait, la major va en avoir besoin parce que si elle n'a pas sa tête d'affiche rap, en fait, elle ne va pas s'en sortir. Et elle ne va pas avoir les victoires, elle ne va pas avoir, en fait, le nombre de ventes qui lui permet de pouvoir tenir un point de vue d'entreprise, quoi, même en termes de CAC 40, quoi. Enfin, alors que le rappeur peut tout à fait faire sans, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de labels indépendants qui peuvent faire sans. Mais on voit bien que les enjeux avec les majors... Mais 9 de I, c'est une major hein, aujourd'hui. Hein. Faut pas se mentir non plus. Hein. Ouais, ça brasse. Ça brasse sévère. Mais on voit bien, justement, que y a des enjeux, et que là, l'enjeu, par exemple, typiquement 9 de I, en fait, l'artiste n'a plus le choix de ce qu'il va faire lui. Que ça soit 9 de I ou ailleurs d'ailleurs, hein, c'est partout pareil, c'est pas parce que c'est Booba. Enfin, mais c'est qu'il y a un moment, ça donne une ligne, ça donne. Nous, on pense que c'est comme ça que ça marche. Et pour moi, l'erreur souvent du libéralisme, au sens large, ou du capitalisme, parce qu'aujourd'hui, on est plus dans l'ultralibéralisme que le capitalisme, qui est quelque part le truc presque genre la chef d'entreprise à la papa. Enfin bon, c'était presque mignon par rapport à ce qu'on connaît, hein, quand même, le capitalisme, hein, finalement. Hein, enfin voilà. Dans l'hyperlibéralisme aujourd'hui, en fait, il y a un truc où tout devient produit et l'autre est forcément un produit. C'est-à-dire qu'on est en train d'acheter en fait la représentation et notamment les caricatures. Et là où ça devient très gênant, c'est la manière dont, comme ils connaissent pas le rap, ils surjouent les caricatures en fait. Et du coup, ils uniformisent. Ils uniformisent et surtout ils médiatisent une image qui est à l'opposé en fait de ce que c'est. Parce que ça, c'est ce qu'on a oublié aussi, c'est que non, en fait. Je fais de la musique contestataire. Vous vendez des espaces publicitaires. Je me suis sacrifié pour mes petits frères. Vous jouez des trucs qui les envoient au cimetière. Je vais te poser une question ultra réac et de droite. Vas-y. Le rap, c'était mieux avant. Et pourquoi cette question, elle est flinguée? Alors, en fait, oui, moi, je vais te répondre autrement. C'est que les premières fois qu'on m'a... Parce que je l'ai beaucoup entendu, ça. Et puis de gens que j'apprécie beaucoup, hein. Par exemple, j'aime beaucoup les copains de la Scred, et pourtant c'est eux qui ont inventé ça, hein, quasiment, hein, cette idée-là. Voilà. Et le Scred Festival, et le demi, enfin voilà, même si le demi est un peu moins d'un... Mais bon, le rap c'était mieux avant, mais la première fois que j'ai entendu ça, j'ai dit, mais les gens qui me disent ça, c'est les Zemmour du rap, quoi. Ouais, c'est une forme d'essentialisation. Il y a une forme d'essentialisation, il y a une forme de nostalgie que je trouve toujours très, très dérangeante et très gênante. La nostalgie, pour moi, est dans... Enfin voilà, nostalgie, c'est quand même la base de la dépression mélancolique, hein, quand même, donc c'est pathologique. Ok. Et voilà, la nostalgie, il y a un moment où... Oui, tout va bien, tu as raison, la nostalgie, elle te déçoit. J'ai beau kiffer toutes ces salles de légende, il y a la magie des premières fois. Nostalgie, tant qu'elle reste un peu positive, à savoir se rappeler des bons moments d'avant, il faut savoir que toujours on édulcore hein, dans la nostalgie, c'est-à-dire qu'on enlève tout ce qu'il y a de mauvais, alors que c'était présent, mais on l'a oublié. Mais on recrée, en fait, un truc idéal et mythique. Notamment la nostalgie de l'enfance. Hein. Aucun enfant n'a une enfance parfaite. On idéalise. Mais après, une fois qu'on n'y est plus, on se dit « Ah, c'était mieux avant ». Vous voyez ? Mais ça dit bien que ça vient passer sous silence tout ce qu'il y avait de négatif. Donc déjà, c'est pas réel, c'est pas vrai. Et en plus, c'est une façon de laisser croire et de laisser entendre aux gens que toute évolution, tout devenir deviendrait problématique. Ouais. Enfin, c'est quand même un problème, quoi. C'est quand même le mouvement, la vie. C'est pas le retour en arrière. C'est mortifère. Moi, c'est morbide, quoi. Pour toi, est-ce que le hip-hop, il commence à être patrimonialisé? Alors, il y a une tentative d'archivage en ce moment, notamment via Face Cachée, et le travail de Wafam Amesh qui essaye de faire ça. Pour l'instant, c'est un peu tôt pour dire qu'on est vraiment dans de l'archivage. Il y a eu un bouquin, donc c'est quand même encore un petit peu tôt, je trouve. Même si je trouve qu'en tout cas, la volonté est intéressante. Et je pense que j'attends de voir ce que ça va donner. Voilà. Après, attention, sur l'archivage, il faut toujours faire aussi un petit peu attention, c'est qui parle. Parce que là, par exemple, voilà, là, c'est la perception de Manuquet de la mafia Quinfri. Il faut le laisser comme ça aussi, c'est-à-dire bien le présenter comme ça, à mon avis. Moi, je trouve très bien que les rappeurs aient envie d'écrire. Voilà, ça, je trouve ça vachement intéressant. Et là-dessus, moi, ça m'intéresse aussi intellectuellement et même dans les échanges parce que ça prouve qu'ils ont envie de laisser une trace. L'écrit, voilà, autant l'oral, voilà, c'est du vivant, donc c'est important, mais la parole s'en va avec la personne qui la porte.
autant l'écrit reste. Et alors, les enregistrements restent aussi, hein, et quand même, il faut quand même savoir que pour rien qu'il y ait des points SACEM sur les textes, hein, et que c'est important, hein, et qu'il faut bien les déclarer. Et qu'il faut aussi bien déclarer quand vous faites des reprises de d'autres aussi, enfin voilà, parce que c'est important de rendre à César ce qui appartient à César aussi. Comme de la même manière qu'en universitaire, on apprend à citer ses sources, hein, pareil, et donc quand on reprend le propos de quelqu'un d'autre, normalement, on cite, même si ça se fait de moins en moins, ce truc-là aussi. Mais voilà, après l'archivage, pour moi, ça appartient aux acteurs, en fait, eux-mêmes. Et comment ils vont donner. Je vois, par exemple, voilà, je trouverais très intéressant qu'il y ait des encyclopédies dans des médiathèques, dans des bibliothèques de collèges. Enfin, voilà, ça, oui, là, moi, ça m'intéresse plus, en fait, de voir des choses, mais pas forcément de l'institutionnalisation. Moi, par exemple, un musée du rap français, ça me ferait un peu bizarre, quand même, là, aujourd'hui. Voilà, je suis pas forcément pour les lieux qui ferment, enfin qui enferment, enfin qui institutionnalisent trop, quoi. Enfin. Tu veux pas voir Joe Star au musée Grève? Pas tout de suite. Enfin, en tout cas, j'irai pas forcément le voir, mais ça me ferait bizarre. Mais et je pense qu'il y sera. Enfin, je pense que Booba il sera avant lui d'ailleurs. Moi, voilà, je suis pas forcément. Enfin, je trouve c'est intéressant que l'archivage vienne, mais je trouve que ça doit venir des acteurs eux-mêmes. Ça doit pas venir de l'extérieur, en fait. Et je trouve aussi que c'est important de resituer que c'est pas parce qu'une personne parle qu'elle dit la vérité.